Voilà, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour les petits problèmes de retard, de technique. Donc bienvenue sur cette table ronde intitulée « Agrivoltaïsme, réussir le mariage du solaire et de l'agriculture ». S'il te plaît, dessine-moi un beau projet photovoltaïque. C'est un peu ce que j'ai demandé à chaque intervenant cet après-midi, avec pour chacun un angle particulier pour éclairer ce sujet complexe. L'agrivoltaïsme, un objet nouveau, pas encore totalement bien identifié au regard de la loi française, mais ça se précise, nous allons le voir. Un concept qui porte plein d'espoir pour l'agriculture, celui de contrecarrer les effets du dérèglement climatique par l'ombrage, tout en donnant des moyens financiers qui globalement lui font défaut. Pour l'énergie, un champ des possibles, immense. Un syndicat professionnel a estimé que l'agrivoltaïsme pouvait représenter 70 gigawatts à l'horizon 2050. Rappelons que pour l'ensemble de la filière photovoltaïque, le président de la République a redonné comme objectif 100 gigawatts installés en France à cette échéance. Bon, il y a de la marge, nous en sommes à peu près 18 gigawatts. L'agrivoltaïsme, un objet nouveau, déjà usé aux yeux d'une partie de l'opinion, par des précédents fâcheux. Les serres agricoles prétextes, où rien ne pousse à l'ombre des panneaux. Les hangars photovoltaïques démesurés, ouverts aux 4 vents en race campagne avec un malheureux tracteur dessous. L'image de l'agrivoltaïsme souffre de ses excès et peut-être d'une vision un peu romantique que nous avons, nous les Français, du paysage agricole. Mais les enjeux sont trop importants pour nous enfermer dans des postures. Cet après-midi, nous ne ferons ni le procès, ni l'éloge de l'agrivoltaïsme. Modestement, avec l'annonce d'un décret d'application pour janvier qui laisse certes des parts d'ombre, avec des résultats d'expérimentation qui nécessitent d'être consolidés. Oui, humblement, avec nos intervenants, nous allons tenter de dessiner un beau projet photovoltaïque, et agrivoltaïque surtout. Nous allons nous poser les questions qui peuvent fâcher sur le foncier, sur le partage de la valeur ajoutée. Nous allons aussi échanger sur les outils, les initiatives qui sont déjà à l'œuvre pour limiter les effets négatifs et accroître le positif. Nous allons voir aussi comment ce sujet de l'agrivoltaïsme peut modifier en profondeur l'approche terrienne des développeurs d'énergie solaire. Voilà, ouvrons tout de suite une première séquence qu'on pourrait sous-titrer « Deux mondes à réunir ». Deux mondes et un nombre bien plus élevé de visions. On va le voir côté agriculture d'abord. Je demande à 3 personnes de me rejoindre sur la scène et de s'asseoir. Je demande donc à Audrey Juillac, agricultrice, présidente de la Fédération française des producteurs agrivoltaïques, Luc Janin, éleveur, vice-président de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, et Blandine Thuel, ingénieure agronome, fondatrice du bureau d'études Act Agri Plus. Bonjour à vous 3. Vous avez les micros devant vous. Et nous allons commencer avec vous, Blandine Thuel. Vous portez cet après-midi les couleurs de l'un des 2 syndicats représentatifs de cette filière, France Agrivoltaïsme. Une association créée en juin 2001 pour, je cite, l'une de ses 3 missions, la défense et la promotion d'un agrivoltaïsme équitable et responsable en plaçant l'agriculture au cœur des projets. Oui, je ne me suis pas trompé. Hein. Tout à fait. Donc vous siégez au conseil d'administration dans le collège agriculture où on retrouve la FNSEA à la coprésidence et la gouvernance de France Agrivoltaïsme est partagée en 3 tiers, ça c'est important, agriculture, énergie, technologie. Voilà. Et pour compléter, vous êtes la présidente de la commission RSE, responsabilité sociale des entreprises. Dans notre projet collectif, cet après-midi, de dessiner un beau projet agrivoltaïque, c'est vous, Blandine Thuel, qui avez la tâche redoutable de nous donner le cadre, qui vient de changer en plus. Hein. Dans quel cadre légal peut-on aujourd'hui développer en France un tel projet et quelle différence avec un projet classique qui irait sur une terre agricole ? Donc, vaste tâche qu'on m'a donnée à faire en introduction. Et alors, je rassure tout le monde, d'ici 10 minutes, vous n'aurez pas le cadre légal résumé et complètement validé par tous, parce que nous sommes donc dans une phase relativement floue. J'ai des problèmes de son, moi, de micro, je ne sais pas si ça...
Ça coupe en fait. Je n'ai pas de son. Si vous m'entendez bien, je peux continuer. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Bon, très bien. Excusez-moi, ça a coupé. Donc, je n'étais pas sûre que vous m'entendiez. Donc, je disais que voilà, c'était pas en 10 minutes aujourd'hui qu'on allait pouvoir faire un résumé didactique, clair et limpide de la réglementation au niveau français, parce que donc nous sommes vraiment dans une phase, j'allais dire délicate, de l'attente de la sortie des décrets suite à la loi APER de février dernier. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, il était important de signaler en fait que nous étions dans une transition avec donc un projet de décret qui sera discuté au CSE du 19 décembre et qui a quand même pour mérite de clarifier un certain nombre de positions. Comme vous le voyez ici, ça positionne vraiment l'agrivoltaïsme au service de l'agriculture en premier lieu, avec notamment les services directs qui doivent être liés à l'agricole, avec des engagements de résultats au niveau agronomique. Et c'est vraiment très clairement émis dans la proposition de décret final, et également donc des clarifications notamment sur tout ce qui va être contrôle et évaluation suivie des projets agri-PV. Donc j'allais dire de manière générale, ce que l'on peut retenir de ce projet de décret qui est toujours en phase de projet, c'est que on a une clarification du taux de couverture avec certes un seuil maximum à 40%, mais qui sera donc avec des dispositifs différents en fonction de la taille des projets et en fonction des technologies. Donc il y a un nouveau terme qui est arrivé qui s'appelle les technologies éprouvées, et donc nous serons maintenant dans l'attente en fait de cette définition nouvelle de ces technologies éprouvées, avec la sortie donc d'un arrêté qui devrait paraître dans le courant donc du printemps prochain. Et donc tout ça en fait complexifie, j'allais dire, la compréhension du décret, parce que ces technologies éprouvées vont aussi émettre un certain nombre de conditions en lien avec l'expérimentation et le suivi des projets. Juste ce que je peux relever, je ne sais pas, dans la salle, on aura des questions tout à l'heure évidemment, baisse maximale de 10% de la production agricole, ça veut dire qu'on admet, parce que ce n'était pas gagné au début, qu'il y ait une baisse, en tout cas sous les panneaux. Alors c'est également aussi une précision qui était attendue, donc on ne pourra pas aller au-delà de 10% de baisse, mais il faudra aussi dans certains cas montrer une amélioration de la qualité. Donc la baisse n'est pas suffisante en soi, donc dans les projets agri-PV, il y a vraiment un apport bénéfice au niveau de l'agriculture qu'il faudra aussi valider. Donc effectivement, voilà, on va parler aussi de zones témoins, on va parler aussi d'adaptation sur des micro-projets qui sembleraient aussi avoir donc des dérogations qui pourront être donc supérieures. Donc tout ça en fait ne clarifie pas forcément à l'instant T le type de réglementation sur les projets agri-PV, et on attend beaucoup aussi des définitions des arrêtés sur les technologies éprouvées qui nous permettront de clarifier l'ensemble du process. On sait aussi, donc voilà, cette réglementation, elle est aussi donc dans l'attente d'un certain nombre de réglementations supplémentaires. On en a fait la liste ici, donc le décret sur les comités de projet, le décret de partage de la valeur, la cohérence avec la réglementation PAC, pour n'en nommer que quelques-uns. Le décret ZAN également sur qui est zéro artificialisation. Tout à fait, qui est très attendu. Civilisation, c'est super dur à dire déjà. Tout à fait, qui est extrêmement attendu pour les élus ruraux. Et puis également d'autres sujets de clarification sur lesquels France Agrivoltaïsme attire l'attention et travaille en très grande collaboration avec le monde agricole sur notamment la contractualisation sur des projets agri-PV. Et donc un travail est en cours notamment sur la création d'un bail rural agri-PV, et on espère pouvoir l'amener très concrètement dès les premiers mois de l'année 2024. Alors on reviendra là-dessus avec Audrey Juillac, notamment sur cette question du foncier, des outils peut-être à mettre en place. Oui. Tout à fait. Donc là, c'est le cadre français. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup d'interrogations, on a encore beaucoup de demandes de clarification, mais on est vraiment sur un outil au service de l'agriculture, et que l'agriculture doit vraiment faire ressortir au sein des projets agri-PV une plus-value. Et donc là-dessus, France Agrivoltaïsme est vraiment intéressé sur vraiment de garder cette ligne-là sur la valeur ajoutée pour le monde agricole. La question de la valeur ajoutée, on en parlera aussi, mais c'est vrai que pas une ligne là-dessus, parce que c'est peut-être trop complexe justement. Alors, ça dépend après donc à quelle valeur ajoutée, une valeur ajoutée collective, la valeur ajoutée du territoire. Donc effectivement, on pourra aussi répondre à un certain nombre de questions, mais cette donnée-là de valeur ajoutée peut être vue à différents niveaux.
Donc si après on regarde la législation, j'allais dire européenne aussi, c'est vrai que beaucoup de pays européens commencent aussi à se préoccuper de l'agrivoltaïsme. Si on voit donc les 3 pays les plus développés sur l'agrivoltaïsme, que ce soit l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, il se trouve qu'on a des contextes réglementaires extrêmement différents. Certains vont vers plus de lois et autrement plus des règles qui séparent et qui distinguent 2 types d'agrivoltaïsme sur sol agricole. Ce qu'il faut retenir peut-être de ces éléments, c'est qu'il y a une réelle volonté d'harmoniser et de parler d'une seule voix au niveau européen, avec notamment donc un accord qui a été signé avec les 3 associations, Allemagne, Italie, Espagne et France Agrivoltaïsme, pour justement harmoniser les discours et avoir plus de clarté et une définition commune et un partage des enjeux au niveau agricole, notamment parce que ça touche aussi la réglementation européenne et l'ensemble des filières agricoles. Est-ce que ça pourrait amener de la distorsion en fait au niveau de l'agriculture, c'est ça ? Tout à fait. Et la cohérence européenne au vu des politiques agricoles européennes, c'est vraiment une échelle sur laquelle il est important qu'on trouve des cohérences. Et donc le dernier point aussi, parce que voilà, on voit toujours aussi l'autre continent, aux États-Unis, il n'y a pour l'instant pas de réglementation, il y a beaucoup d'expérimentations et donc notamment il va aussi se passer agrivoltaïque à Denver en 2024 et donc ce sera aussi l'occasion d'harmoniser peut-être aussi les définitions et le cadre au niveau mondial. Merci, peut-être on va prendre tout de suite quelques questions sur des éléments d'explicitation par rapport à ce que vous venez d'entendre de la part de Blandine Thuel sur ce cadre légal qui sort. Après oui, ce sujet-là, mais moi je voulais avoir ce temps de questions-réponses, après on pourra compléter éventuellement. Mais parce que là c'est des données effectivement qui sont très nouvelles, hein, on avait cette définition un peu générale, on dirait presque pavé de bonnes intentions, hein, de dire priorité à l'agriculture. Bon ok, une fois qu'on l'a dit, ça se traduit comment? Là ça commence à se dessiner un peu plus, quoi. Alors qui c'est qui se lance pour la première question? C'est toujours, oui, il y a monsieur derrière vous. Si vous voulez vous lever. Ah. Bonjour. Ma question était sur... Je m'entends en écho, c'est beaucoup mieux comme ça. Était sur les technologies éprouvées. À partir du moment où on voudrait continuer l'innovation en France, est-ce que finalement on ne va pas complètement bloquer le système d'innovation si on fonctionne que sur des technologies et pas d'autres ? Alors la notion de technologie éprouvée, a priori, sera là pour clarifier et alléger un certain nombre de process, notamment pour clarifier ce qui est favorable à l'agriculture sous les panneaux. Effectivement, on ne connaît pas en fait le niveau de détail des technologies éprouvées. Est-ce que la technologie éprouvée, par exemple, sera un tracker espacé de 6 mètres à 2,3 mètres de hauteur maximum sur de la grande culture ou sur tout type de production, etc. En fait, on ne connaît pas encore quelles vont être les catégories qui seront émises dans ces technologies éprouvées. Donc, j'ai des difficultés à vous répondre. En revanche, ça clarifie quand même un certain nombre d'éléments, notamment sur les instances de décision CDPENAF, qui, elles, vont... Alors CDPENAF, on va en parler juste après avec Luc Janin, mais ce sont ces commissions, hein, peut-être tout le monde n'est pas au courant, dans chaque département, hein, coprésidé par le préfet, qui donne des avis sur les projets en urbanisme. Et donc, la voix de l'agriculture, elle est prépondérante. Et ce qu'on constate souvent, mais peut-être que mon voisin le dira mieux que moi, c'est que ces instances, elles sont aussi en attente de clarification et d'outils pour, j'allais dire, sélectionner les dossiers, voir lesquels sont les plus pertinents et les plus durables pour l'agriculture. Et effectivement, d'avoir une mise à disposition d'un listing de technologies éprouvées sur certaines cultures permettra au moins de clarifier et de réaliser moins de data chacun dans son coin et de pouvoir mutualiser. C'est un des éléments positifs. Après, effectivement, les nouvelles technologies, il faudra aussi qu'elles puissent trouver leur cadre dans les AO Creux-INO qui devront toujours être présentes et peut-être avec des modalités de mise en place dans les départements qui seront dans ce cas-là spécifiques. Et donc les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, donc le volet innovation qui peut-être pourra être évolutif, effectivement on peut l'espérer, qu'on se fige pas effectivement par rapport à des solutions du moment, on va dire, hein, sur quelque chose qui est très, très nouveau. Une autre question par rapport à ce qui vient d'arriver sur ces décrets là-bas. Une question au fond là-bas. Ouais, veuillez m'excuser. S'il vous plaît,
Oui, bonjour Madame Thuel. Savons-nous quelle est l'assiette de calcul qui permet de déterminer le taux de couverture? Est-ce que c'est les modules photovoltaïques en projection pure ou est-ce que c'est un îlot de calpinage prenant en compte la distance intertable? Alors, d'après notre lecture du décret et du projet de décret, c'est vraiment la projection des panneaux au sol. Et donc, ce n'est pas la définition au sens agricole de la couverture d'une parcelle. Voilà, une question précise, une réponse précise, j'aime. Une autre question. S'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner peut-être sur un petit mot, peut-être Blandine Thuel, sur ce que vous nous présentez là. Donc là, c'est le cadre général, on va dire. Il y avait encore une question? Allez, encore une question alors. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. Comment va-t-on faire avec... Je m'entends en double, c'est un peu bizarre. Comment va-t-on faire avec les projets dont les panneaux sont verticaux, puisqu'ils n'ont pas de projection au sol, et avec les panneaux semi-transparents, puisqu'on n'en tient pas compte dans la projection? Alors, je précise simplement que je suis chercheur à l'INRA et qu'on avait proposé au ministère une méthode pour en tenir compte et qu'elle a été écartée. Alors tout à fait, là moi je ne suis pas le ministère, hein, vous comprenez bien. Ces projets de décret, nous on l'a regretté, qu'il n'y ait pas forcément plus ces précisions et que ça ne tienne pas compte notamment de certaines évolutions de technologie. Donc effectivement, si on lit en l'état le décret, la projection des panneaux verticaux c'est 0. Et donc ils sont par définition inférieurs à 40% et donc ils seront peut-être dans les technologies éprouvées pour certains types de production, que ce soit de la prairie ou des grandes cultures. Donc je pense que celui-là ne pose pas de souci. Par contre, l'évolution des technologies comme les feuilles transparentes, effectivement, ne sont pas pris en compte. Et il faudra peut-être à ce moment-là, dans le délai de pas de temps qui serait d'1 an a priori de remise à jour de ce fameux listing de technologies éprouvées, qu'on puisse voir apparaître justement ces évolutions de technologie comme les feuilles transparentes qui permettront aussi de faire baisser peut-être le seuil sur certaines technologies qui, au fil des ans, deviendront des technologies éprouvées. En tous les cas, moi je l'espère vraiment de manière forte parce que c'est aussi comme ça qu'on maintiendra l'innovation dans ce secteur. Et en 3 ans, on a vu que l'innovation technologique avait vraiment fait de grandes avancées pour le monde agricole, pour trouver des synergies, pour s'adapter aux contraintes agricoles et pour faire des projets agricoles pérennes. Donc réellement, je partage votre souhait de tenir compte de ces spécificités. Alors, est-ce qu'il y a encore une question qui m'aurait échappé dans la salle? On a du mal à vous voir. Sinon, moi j'avais une question pour vous pour illustrer un peu cette diapositive. Sur la partie environnement, préserver la qualité des sols agricoles, ça veut dire quoi pour vous? Alors en fait, là en fait, vous reprenez un des grands enjeux du guide des bonnes pratiques RSE qui a été travaillé justement au sein de l'ensemble des collèges de France Agrivoltaïsme. L'idée c'est vraiment de mettre en exergue des bonnes pratiques compte tenu qu'on est une filière jeune, qu'on nous attend aussi au tournant, vous en avez parlé en introduction et qu'il y a beaucoup d'enjeux de changement de paysage, de changement des usages et que derrière il faut que les premiers projets, et notamment c'est pour ça aussi qu'on reviendra aussi sur la date de prise en compte de cet arrêté et de voir un peu comment on peut mettre tout ça rapidement en œuvre, il est important que l'ensemble des acteurs soient conscients des enjeux et de la pérennité de la filière et que l'ensemble des enjeux environnementaux, sociétaux et économiques soient vraiment pris en compte dans les premiers dossiers pour que justement on puisse s'appuyer sur des exemples vertueux et notamment donc, les enjeux biodiversité, les enjeux de qualité du sol sur la pérennité de l'activité agricole est extrêmement importante. Donc c'est vraiment un des enjeux sur lesquels il faut veiller et notamment permettre de pouvoir faire rentrer les machines sur les parcelles agri-PV pour pouvoir travailler la qualité du sol. Et donc c'est par exemple ce type de pratique qui est mis en exergue. On va scanner. Alors attention, on entend un micro quelque part dans la salle et tout le monde en profite du coup, ça c'est les limites de la technique. Voilà. Le cadre étant posé, hein, donc un cadre mouvant, hein, on a compris, un cadre qui se précise, mais voilà, vous l'avez bien posé. Pour notre dessin collectif, voyons maintenant les couleurs qu'on veut mettre dans ce tableau. Est-ce qu'on souhaite plutôt du vert, plutôt du bleu ? Je me tourne donc vers vous, Luc Janin, pour avoir la vision d'un territoire agricole français qui pose ces conditions.
C'est ça qui est intéressant. Donc, je vous le rappelle, vous êtes vice-président de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, élu sous l'étiquette FDSEA. Vous êtes éleveur de vaches charolaises. Et vous représentez votre chambre d'agriculture, la fameuse CDP9 dont nous avons parlé juste à l'instant, donc j'y reviens pas, mais qui est une instance très importante pour effectivement un pilotage à l'échelle départementale avec le monde agricole et les associations. Donc il y a 3 ans, Luc Janin, le président de votre chambre d'agriculture, vous a chargé d'une mission, monter un groupe de travail sur une question précise, l'agrivoltaïsme. Alors pourquoi, d'abord, vous a-t-il lancé là-dessus ? Et pour quel résultat peut-être aussi? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement. Donc, il y a 2 ans, la question se posait. Déjà, l'agrivoltaïsme, on n'avait pas la définition. Donc, on a mis quelques mois à se poser la question de ce que ça voulait dire, mais on a été plus efficace parce que l'État a mis plus longtemps que ça pour en donner une définition. Donc, voilà. Et la question de dire, la question s'est posée, c'est est-ce qu'on voudrait de panneaux sur nos champs et sur nos prairies dans notre département. Et la réponse globale des agriculteurs il y a 2 ans, c'était plutôt majoritairement non. On est là pour produire de l'alimentaire, on n'est pas là pour produire de l'énergie. Donc quand on a dit ça, c'est bien, mais c'est de se dire s'opposer, c'est bien, mais un jour ça arrivera et du coup on va être dispersé, on ne saura pas quoi en dire. Donc plutôt que de refuser en bloc, c'est de dire, et si on réfléchissait à quelles sont les questions qui nous font dire non ou de l'appréhension, de voir les freins à en mettre et peut-être les avantages. Donc on a réfléchi à une phrase déjà qui a été le moteur de notre réflexion et qui résout à peu près tous les problèmes qu'on demande au gouvernement ou à l'administration. C'était de dire pourquoi pas satisfaire à la souveraineté énergétique de notre pays, c'est notre devoir de tout citoyen, à condition que ça n'impacte pas la souveraineté alimentaire. Donc nous, on a résolu le problème. Bon, maintenant, c'est à l'État de définir la règle pour y arriver. Voilà, donc on est parti de là, avec la plus grosse angoisse des jeunes agriculteurs, c'est de se dire, mais comment un jeune agriculteur pourra accéder au foncier agricole demain s'il y a des panneaux dessus et qu'il y a quelque part une charge financière énorme dessus où le jeune il pourra plus y accéder. Ça va rajouter une difficulté de plus, quoi. Oui, il y avait cette idée de les jeunes n'accéderont plus à ça parce qu'après il y aura un peu le pouvoir de l'argent qui va les écarter du circuit. Et puis comment transmettre une parcelle agrivoltaïque dans le schéma de transmission des exploitations, etc., pour qu'un jeune y accède. Voilà, donc toutes ces questions-là étaient des freins. Et on a dit, répondons à ces questions, à ces angoisses, et après demandons à ce que ces points forts soient pris en compte. Donc votre groupe de travail, comment il a travaillé et quelles sont ses conclusions? Alors comment on a travaillé? On s'est réunis assez régulièrement avec des collaborateurs, si bien juristes que techniques, pour se poser les bonnes questions et puis donner la parole en premier aux jeunes qui étaient dans le métier et qui voulaient voir arriver d'autres, pour dire allez, c'est quoi les points d'angoisse principaux? Donc je vous le dis, l'accès au foncier pour les jeunes agriculteurs, après arriver rapidement à la protection de l'agriculteur, du fermier. C'est de se dire, le fermier, est-ce qu'il ne va pas être un peu vulnérable par rapport aux propriétaires, sous ce jeu dans le monde agricole où ce n'est pas forcément l'agriculteur qui est propriétaire du terrain qu'il exploite. Oui, en fait. Oui, voilà. Non, parce que beaucoup de gens n'ont pas cette vision-là, en fait. Oui, c'est ça. Il y a les propriétaires qui sont exploitants, puis il y a aussi des exploitants qui sont fermiers et qui sont là pour exploiter le terrain simplement le temps de leur activité. Donc ils devenaient vulnérables face aux bails amphithéotiques. Donc on a dit, il faut protéger ces fermiers. On n'entend plus le micro. C'est bon? Non. Donc première chose, on s'est dit qu'il faut protéger le fermier pour pas qu'il soit expulsable pour une raison ou pour une autre. Ah, encore une fois, pareil. C'est bon? Donc voilà. Et puis aussi, on est allé plus loin en disant mais il faut aussi protéger le propriétaire. Parce que vous m'entendez? Oui. Le propriétaire, à la fin du projet, il y aura un démantèlement. Il faut aussi savoir le protéger et protéger sa succession. Et puis un quatrième sujet qui est apparu assez vite aussi, c'est le partage de la valeur. C'est comment on fait en sorte que le plus grand nombre d'agriculteurs puissent en bénéficier, mais peut-être la société aussi. Bref, de ne pas monopoliser la ressource sur que quelques projets.
Donc partager la valeur. Et puis il y a un sujet qui est sous-jacent aussi, c'est l'acceptation sociétale. C'est-à-dire si on fait des projets qui sont trop impactants en termes visuels ou d'atteinte des voisins, on peut imaginer qu'il y aura une opposition comme il y a sur d'autres projets en ce moment, quoi. Donc comment aborder collectivement les projets? Ok, alors moi je me mets à la place d'un développeur ou de quelqu'un qui a envie d'y aller au niveau d'une mairie. D'accord, vous posez le principe, mais partage de la valeur entre agriculteurs par exemple, ne serait-ce que ça veut dire quoi dans votre groupe de travail? Ça veut dire qu'en termes de chiffres, nous on a dit pas plus de 5 à 10 mégawatts par exploitation agricole. Alors les opérateurs nous ont dit qu'il nous faut 30 mégawatts pour avoir de la rentabilité. On a dit bah, très bien, mettez 3 agriculteurs voisins pour atteindre les 30, mais on veut partager, que tout le monde puisse en faire, y accéder et aussi participer à la souveraineté énergétique. D'accord, donc ça c'est un principe gravé dans le marbre, non? Pas forcément. Ah, dans nos têtes, oui. Alors, quand on a annoncé plusieurs fois ça au préfet, à monsieur le préfet, il nous a dit, mais c'est pas vous qui faites la loi. Alors, on a dit, ben non, bien sûr, mais quand même, on siège dans CDPENAF, la profession agricole, et on sent aussi que les autres partenaires, enfin les autres membres de la CDPENAF, qui sont la société, adhèrent plutôt bien à notre proposition de partage, de répartition, d'être côté raisonnable, et puis que ce soit des projets de territoire. Alors projet de territoire justement, le lien avec les communes, comment faire? Dites un projet socialement accepté. Alors là, le monde agricole, comment il fait pour être en phase avec le désirata des communes? Alors, on n'a encore pas toutes les pistes construites, mais on sait aussi que ça existe et que c'est envisageable. Hier, j'étais en préfecture et on a vu que le SIDEL, syndicat d'électrification, aux côtés des communes, a monté une SEM qui peut bénéficier, qui peut faire en sorte qu'entre l'agriculteur qui va mettre de l'agrivoltaïsme, la commune qui serait partenaire et le consommateur local, il pourrait y avoir un lien de cause à effet avec une facture d'électricité qui pourrait être moindre directement pour l'habitant de la commune à côté, quoi. Cette question effectivement de la redistribution, y compris par l'énergie et le coût de l'énergie, donc ça on en parle, effectivement c'est encore un peu brumeux là aussi, hein. C'est comme le cadre des décrets, on va attendre ça. Mais par contre, l'acceptabilité est vraiment au cœur des enjeux sur les premiers dossiers. Et justement, le fait de mettre en place des éléments qui concernent les parties prenantes du territoire est un des axes d'amélioration de l'appropriation de ces projets. Merci à vous Luc Janin. On va continuer après à discuter de votre travail et de cette vision départementale intéressante. Je voulais vous saluer d'être venu là, d'assez loin, sachant que voilà, pour faire sans langue de bois et en toute transparence, on a une grande difficulté aujourd'hui à avoir un représentant du monde agricole, un représentant d'une chambre d'agriculture, se déplacer sur une table ronde pour parler de ce sujet qui pourtant est à très fort enjeu, mais qui effectivement inquiète. Il n'y a pas encore toutes les règles du jeu. Et moi j'apprécie énormément et je pense qu'au voilà, au nom des organisateurs, on vous remercie chaleureusement d'être venu partager. Donc avant les questions-réponses avec vous dans la salle, poursuivons sur cette vision du monde agricole, avec un pas en avant, je dirais, plus engagé en faveur du développement de ces installations solaires sur les terres cultivées. C'est avec vous, Audrey Juillac, que nous faisons ce pas. Je vais essayer de vous rendre un micro tout en saisissant. Voilà, c'est ça. C'est encore mieux, vous allez prendre le micro. Donc je l'ai dit, vous êtes agricultrice, maraîchère dans le Lot-et-Garonne. Et vous êtes surtout la nouvelle présidente de la Fédération française des producteurs agrivoltaïques, une association créée elle aussi en 2021. Parmi ses missions, je cite, « Donner la priorité au foncier agricole et à la réalité du projet agricole sous les panneaux », voilà qui est clair. Alors le conseil d'administration, là aussi c'est important pour voir comment c'est piloté un peu tout ça, c'est quoi l'état d'esprit. Le conseil d'administration, il traduit cette gouvernance dans cette priorité. 21 sièges, donc conseil d'administration, 16 occupés par les agriculteurs, 5 par des développeurs. Audrey Juillac, j'avais envie de vous commencer à vous demander que recherchent et peut-être que craignent les agriculteurs quand ils s'engagent pour le coup
dans un projet agrivoltaïque? C'est quoi qui les guide? Alors bonjour à tous, merci déjà pour l'invitation. J'ajouterai simplement sur ce que vous avez dit que par rapport à la gouvernance effectivement de la FFPA, ça nous tient à cœur que les agriculteurs portent ces revendications et ces projets, à tel point que le bureau est uniquement composé d'agriculteurs. Donc c'est quand même un message assez fort. Alors, qu'est-ce qu'on craint et qu'est-ce qu'on veut quand on va vers un projet agri bon. Il y a plusieurs choses. Déjà, alors il y a des avantages qui sont indéniables. Il y a les avantages agronomiques, les services qui sont rendus à la parcelle. Donc par exemple pour lutter contre la grêle, contre le gel, contre l'évapotranspiration, les sécheresses énormes qu'on a en ce moment. Et puis ça peut permettre aussi une reconversion agricole sur un autre sujet. Par exemple, quelqu'un qui faisait du maïs et qui a un enjeu pédoclimatique sur ses terres pourrait se reconvertir en ovin sous des panneaux, pourquoi pas. Et ça demande des investissements qui sont quand même assez conséquents, qui peuvent être couverts. Là, ce que vous me dites, c'est un exemple directement issu de chez vous, ça? Alors, en l'occurrence, c'est le cas de mon voisin. Oui, mon voisin est aujourd'hui en maïs en conventionnel. Bon, il arrive vraiment en bout de course, c'est plus du tout rentable et il veut se reconvertir en ovin, effectivement. En tout cas, son fils voudrait s'installer en ovin après la retraite. Il ne peut pas aujourd'hui, il n'a pas la capacité d'investissement pour, et grâce au projet agrivoltaïque, il va pouvoir s'installer. Donc, on voit que l'agrivoltaïsme peut aider à des reconversions agricoles, mais aussi à l'installation, en fait, à l'accès au foncier des jeunes agriculteurs. Ça permet aussi un fonds de roulement quand même qui n'est pas négligeable quand on sait à quel point on est aujourd'hui tributaire des marchés qui sont parfois extrêmement volatiles, notamment sur la viande et sur les céréales. Donc ça peut permettre effectivement d'avoir, comme on dit, un peu d'eau sous la quille pour faire tourner l'exploitation. Et les craintes, alors quand on ne connaît pas trop le sujet, il y en a aussi pas mal. On sait que dans le monde agricole, on est assez attaché à nos terres qui souvent nous sont transmises de génération en génération. Il peut y avoir ce frein-là effectivement affectif. Il peut y avoir une peur aussi de l'artificialisation de la terre, c'est-à-dire qu'une fois la centrale démantelée, dans quel état on me rend mes terres? Est-ce que je vais pouvoir encore les travailler, etc. Ou est-ce que je vais me retrouver avec des plots de béton partout et je ne pourrai plus passer avec mon tracteur? Ça fait partie des craintes. Il y a l'acceptabilité aussi du territoire, comment ça va être perçu aussi par le reste de la collectivité locale. Voilà, ça fait partie des craintes majeures. Et puis, comment, en tant qu'agriculteur qui suis un petit peu tout seul parfois dans mon champ, je me place face à des entreprises qui sont parfois multinationales, qui sont conséquentes et qui arrivent sur ma parcelle et qui me proposent parfois des contrats qui peuvent faire briller les yeux. Comment je fais pour me défendre face à ça? Et c'est le positionnement de la FFPA aussi, de se positionner aux côtés des agriculteurs, en ayant aussi dans nos membres des juristes, mais aussi des développeurs, des énergéticiens, pour qu'on puisse se mettre tous ensemble pour que les projets soient le plus intéressants pour chacun des acteurs, pour protéger aussi chacun des acteurs et que les projets soient réellement vertueux. Justement, j'avais une question sur cette question du foncier. Alors moi, il y a l'histoire de la transmission et de la valeur de cette terre qui du coup va être difficilement transmissible, encore plus. Et puis la question j'allais dire presque de la spéculation. Effectivement, on entend parler des fois de loyers ahurissants. Alors des fois c'est l'ordre de la rumeur. C'est difficile de trier là-dedans entre la réalité et le fantasme. Quelle est votre approche par rapport à ça sur un principe aussi de contrat, de contractualisation, de mettre des valeurs un peu figées peut-être, des fourchettes. Est-ce que ça c'est des choses qui sont possibles, souhaitables, ou est-ce que c'est autre chose? C'est quoi les pistes? Alors, par rapport à l'attribution un petit peu des terres, il y a des outils qui existent et qu'il faut qu'on utilise, notamment je pense aux SAFER, qui ont des réels droits, notamment de préemption sur les terres agricoles pour justement favoriser l'installation. C'est leur rôle et on travaille beaucoup aussi avec elles.
Ensuite, il faut avoir un petit peu une idée de l'échelle pour savoir de quoi on parle. L'agri-PV, ça va concerner certes une partie du territoire agricole français. Aujourd'hui, on parle de 135 000 hectares sur 27 millions, c'est-à-dire 0,35% du territoire agricole national. Donc on n'est pas sur, disons, de la capacité spéculative énorme. Donc la spéculation réellement sur ces terres agricoles, bon, sur 0,35% du territoire, ça paraît quand même... Donc il faut relativiser à un niveau national. Par contre, localement, c'est ça le truc, c'est que ça peut déséquilibrer quand même des rapports, hein, ce que je disais, même entre voisins. Enfin, ça peut mettre à la zizanie, quoi. Hein. C'est ça. Alors il y a plusieurs outils pour ça. Effectivement, si on fait un projet agricole, agri-PV, où on a l'impression qu'il va rapporter énormément d'argent à un exploitant et que les autres à côté sont laissés pour compte, c'est sûr que niveau acceptabilité, ça passera pas. Et puis, c'est absolument injuste. Donc il y a plusieurs solutions à ça. D'abord, il y a le partage de la valeur. Ça, c'est important. Les développeurs qui créent des projets et ensuite la valeur qui est créée par ces projets, ça doit être renvoyé au territoire. Alors il y a une partie qui revient à la commune, une partie qui revient à la communauté de communes et une partie qui revient au monde agricole. Alors ça, c'est encore en débat dans les décrets, comment tout ça va s'articuler, peut-être dans des CUMA, peut-être dans des GUFA, peut-être dans des chambres. C'est quoi votre vision à vous ? Alors, ma vision à moi, c'est que, enfin la vision aussi de la FFPA, qui est une vision d'agriculteur d'abord, c'est que quand on donne de l'argent au monde agricole, il faut que cet argent-là arrive dans les champs, en fait. Il ne faut pas qu'il se perde dans diverses institutions qui peut-être pourraient l'utiliser aussi pour des frais de fonctionnement, etc. C'est important, bien sûr, qu'il y ait une partie qui revienne aux institutions, mais il faut effectivement que ça puisse revenir aux agriculteurs. Alors, on a une idée qui n'est pas encore dans le décret, parce que bien sûr tout ça fera partie de l'objet d'un groupe de travail, notamment avec la FNSEA, mais aussi avec France Agrivoltaïsme, les jeunes agriculteurs qui se mettront autour de la table avec nous pour en discuter. C'est peut-être de créer un fonds avec des comités de pilotage pour, alors on en parlait tout à l'heure avec Luc Canem, pourquoi pas aider à financer des panneaux sur des toitures d'agriculteurs, parce que parfois on veut mettre des panneaux sur des toitures et on ne peut pas parce qu'il faut désamianter, parce que les hangars sont trop fragiles, etc. Et donc on ne peut pas investir. Donc les fonds pourraient servir notamment à ça. Pourquoi pas à pallier aussi à des problèmes sur des zones extrêmement locales. On sait que maintenant on a des phénomènes météorologiques très violents, très locaux. Pourquoi pas utiliser ces fonds pour une partie de dédommagement sur des problèmes comme ça. Bon. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées, mais effectivement il est hors de question que ces projets ne favorisent qu'un seul agriculteur avec son exploitation. Ça, c'est sûr que ça n'aurait aucun intérêt. Merci à vous. Donc on passe au jeu des questions-réponses sur cette partie vraiment de l'approche agricole, hein, de l'agrivoltaïsme. Alors il y a une question déjà là, facile à reconnaître, le monsieur il a un chapeau. Là. Bonjour à toutes et à tous, Patrick Chauvet. Alors je rebondis sur vos propos que je partage tout à fait, Madame Juillac, à la fois sur les partages des valeurs et la prise en compte de tous les aspects. En revanche, je crains que, à force de détricoter, on arrive carrément à déstructurer complètement l'initiative qui était d'accélérer à la fois le déploiement des énergies renouvelables et à la fois, je dirais, participer à l'effort général contre, bien sûr, tout ce qui est le réchauffement climatique et tout ça. J'en veux pour cause, par exemple, j'ai lu ces jours-ci donc un rapport, je crois que ça devait être, je ne sais plus si c'était l'ADEME ou l'INRA, qui disait il serait bien d'avoir au maximum 20% de couverture des panneaux, bon, pour la couverture. Mais alors moi je pars du constat inverse, c'est-à-dire que si on estime qu'au-dessus 20% c'est néfaste, dans ces cas-là, comment les premiers 20% sont déjà bons ? C'est qu'un exemple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de jeter totalement le discrédit sur le truc, j'ai peur qu'on vide totalement le projet de sa substance. En gros, je me permets de vous interrompre parce que j'aimerais bien que ça tourne un peu et on avait pris du retard. Est-ce qu'on en fait trop ? Est-ce qu'on a trop peur ? Alors, trop peur.
C'est des exigences qui viennent alors du monde agricole et aussi beaucoup du législateur. C'est normal hein, aussi, il y a des terres à protéger, il y a des réels enjeux là-dessus. Alors, est-ce qu'on en fait trop? Le but du jeu de ces législations et de cette accélération de cette loi APER du 10 mars, donc d'accélération des énergies renouvelables, c'est de se mettre tous autour de la table le plus vite possible pour sortir des projets le plus vite possible. Et nous, on essaye de faire en sorte que la loi existe et soit suffisamment rigide pour éviter des projets comme on a vu et dont vous parliez en introduction qui étaient un petit peu des prétextes, et à la fois suffisamment souple pour ne pas freiner l'innovation et qu'on puisse avancer. C'est ce qui est un petit peu difficile, hein, c'est le fil qui est, c'est là qu'il faut jouer un petit peu serré. C'est là que c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup d'enjeux, mais effectivement, j'en parlais encore avec un ingénieur agronome qui me parlait d'un agriculteur qui a un projet agri-PV et qui ne sait pas aujourd'hui, en décembre 2023, s'il va finir l'année. Et son projet agri-PV risque d'être repoussé d'encore 2 ans pour des questions encore de législation. Ça, ce n'est pas acceptable. On est bien d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'on essaye au maximum de faire avancer ces décrets. Alors, on se félicite bien sûr hein, qu'il y en ait un qui soit sorti, même si c'est au bout de 8 mois. Et on va faire en sorte, maintenant qu'il est sorti, que les arrêtés sortent d'autant plus rapidement. Et on va travailler en collaboration étroite avec l'ADEME pour ces histoires de technologie éprouvée ou non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on fait trop de législation, si on fait un millefeuille, on s'en sortira jamais. On est bien d'accord. Une autre question, oui, s'il vous plaît. Ici, on en avait une juste ici. Ah, là. Pardon. Alors, une question là, il y en aura une après ici. Est-ce qu'il serait question d'une compensation agricole, du coup, pour... Enfin, comme il peut exister déjà aujourd'hui, est-ce qu'il serait question d'une compensation agricole sur des projets répondant au terme d'agrivoltaïsme au sens du décret qui doit paraître dans les prochains mois? Alors, compensation payée par qui aussi? Alors, il n'a pas le... Compensation payée par qui, dans l'idée? Le développeur? Ça peut être notamment par les développeurs au moment du développement et de la construction du projet. Alors, merci pour votre question. Effectivement, il y a des compensations qui sont prévues dans la loi pour la perte de rendement. Alors ça compte aussi dans le partage de la valeur vraiment au niveau micro, c'est-à-dire entre le propriétaire, l'exploitant et l'ancien exploitant, où il peut y avoir effectivement des compensations. Alors, on en parle dans le décret, mais vraiment la réalité de ce que ça donnera, ce sera de l'infraréglementaire hein, là-dessus. Donc c'est plutôt au cas par cas, mais l'esprit de la loi, c'est effectivement qu'il y ait des compensations. Et d'un point de vue économique, ça rentre dans l'IFER ensuite, hein, tout le manquement de la région. Effectivement, ça rentre dans l'IFER. Donc il y avait une question là-bas. Merci de me donner la parole. Je voudrais interroger nos 3 témoins sur leur positionnement concernant les projets agrivoltaïques où la réussite du mariage entre solaire et agriculture passe par une évolution du système de production agricole, une conversion. Vous évoquiez tout à l'heure, Madame Juillard, hein, le passage d'un système de maïsiculture vers de l'élevage ovin, et même sur des transitions un peu moins spectaculaires, en passant des systèmes d'élevage bovin à de l'élevage ovin. De notre expérience de développeur, c'est pas forcément quelque chose qui aujourd'hui est facilement accepté. Voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Quelles réponses on peut apporter finalement aux objections qu'on rencontre sur ce sujet-là? Merci. Je peux peut-être prendre la parole juste en préalable. C'est vrai que c'est souvent des questions que l'on a d'opérateurs en disant voilà, ici on a un éleveur bovin, nous on lui a proposé de faire de l'ovin et ça peut être un bon projet agri-PV. Alors, je suis désolée, je vais vraiment parler au niveau agricole. Pour vous faire un petit peu le parallèle, c'est comme si vous demandez à quelqu'un qui est plâtrier de devenir électricien du jour au lendemain. Élever des bovins ou élever des ovins, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Et donc très concrètement, c'est pour ça que c'est pas acceptable. En revanche, si le porteur de projet agricole a vraiment un projet de transition, de changement d'atelier, de création d'atelier, que c'est vraiment dans la cohérence de son projet agricole, alors là, on a des synergies et on a donc de la pérennité agricole et donc on a un projet agrivoltaïque. Et donc là, en fait, c'est le chemin inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un développeur qui trouve un chouette terrain agricole et qui dit tiens, on pourrait faire ça, là, il y a plutôt un agriculteur qui dit tiens,
j'aimerais bien changer mon modèle. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'aider ? Exactement. Et la question aussi qui est, voilà, je vais laisser la parole après, mais c'est souvent, voilà, quand on est interpellé par un opérateur qui nous dit, alors voilà, j'ai un super projet agri-PV, il est sur telle parcelle, tel département, on va faire telle production. Ah, j'oubliais, j'ai pas encore le porteur agricole. Donc ça, on n'en veut plus. Et le sens de la loi met vraiment en avant le projet agricole en premier. Et effectivement, la souveraineté énergétique en second plan. Mais là, et peut-être je vais laisser peut-être Luc Janin répondre, ça veut dire, moi je me mets à la place aussi des opérateurs. Parce que le monde agricole, parfois, il est aussi, il est comme beaucoup de Français, attentiste. Il attend que ça vienne toquer à la porte. Il est peu proactif quand même, effectivement. Et comment mettre en lien là ? Comment mettre en lien ces deux mondes, concrètement ? Comment un opérateur, d'après vous, devrait-il s'y prendre ? Alors oui, déjà pour répondre, c'est vrai que quand on se balade sur les routes de France, on a l'impression que le paysage se fait assez facilement et que ça ne demande pas non plus une compétence particulière. Je reprends l'idée du plâtrier et de l'électricien. Quand on ne voit pas leur travail, on se dit l'un peut faire l'autre. Voilà. C'est pas si simple. Ça demande des compétences qui ne sont pas forcément et du savoir-faire, qu'on ne mesure pas forcément vu de l'extérieur d'un métier. Vous m'entendez toujours parce que j'ai échappé. Voilà. Après, comment faire mais c'était tout l'art de notre réflexion, c'est-à-dire de prendre le sujet dans l'autre sens. C'est de devenir un peu collectivement réfléchir sur notre territoire ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Et peut-être avec l'appui des collectivités, après dire sur un territoire, voilà ce qu'on pourrait faire, ce qu'on aimerait faire. Et après d'aller voir les opérateurs et dire qu'est-ce que vous nous proposez. Et en faisant ça, je pense que vous pouvez compter sur les chambres d'agriculture pour aller dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre démarche. Bien que jusqu'à présent, on a bloqué un certain nombre de sujets, je le dis franchement, et j'en ai pas honte, parce qu'on n'avait pas toutes les réponses pour répondre à l'anxiété qu'il y avait sur le territoire. Dès lors qu'on a levé, que la loi nous permettra et les discussions avec les opérateurs nous permettront de lever certains freins, je pense qu'on pourrait être, nous aussi, gens de l'agriculture, encourageants pour aller emmener des collectifs et faire en sorte de rassurer les uns et les autres. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Nous, à la Chambre d'agriculture, là, dans le département, on a reçu à peu près 52 opérateurs, je crois, en 2 ans. Moi je vais vous le dire comme ça, puisque vous êtes là et pour l'entendre, de grâce venir pour dire qu'on veut sauver l'agriculture. On est naïf, mais on est aussi méfiant. Et notre cœur de métier avec la terre nous a appris que l'argent facile, c'est rarement le plus court chemin vers le bonheur. Est-ce qu'il y a une question là, une question devant, et puis on va s'arrêter à ces deux pour la suite. Ah, il y a une troisième là-bas, je sais pas. Vous êtes prêts à... Vous avez jusqu'à quelle heure ce soir? Non. Bonsoir. Daniel Dédiès, bureau d'études et élu. J'entends parler de compensation, alors que moi je suis dans le photovoltaïque depuis de nombreuses années. Et l'élément essentiel de l'arrivée de l'agri-photovoltaïsme, c'était justement pour protéger les productions contre le changement climatique. Donc normalement, c'est censé améliorer la productivité et puis protéger face aux intempéries et aux aléas qui sont de plus en plus importants. Et là, je vois qu'il y a une petite dérive qui s'établit. Blandine Thuel, est-ce qu'il faudrait que les agriculteurs payent du coup? Non, je plaisante, hein, je plaisante. Mais si le projet est aussi en synergie que ça, effectivement, dans certains cas, et heureusement je l'espère, dans la majorité des cas, les agriculteurs seront gagnants. En dehors de la soulte qui est apportée par le PV. La synergie, elle doit se calculer indépendamment des loyers ou des prestations de services. Après, le débat sur la compensation, il est extrêmement complexe. Dans les faits, un vrai projet agrivoltaïque pourrait ne pas avoir de compensation. Et dans les faits, on voit aussi tous les enjeux liés au partage de la valeur
et au fait que le monde agricole est extrêmement conscient qu'il n'y aura pas de projet agrivoltaïque pour tous les agriculteurs, il faut trouver aussi des compensations collectives qui permettent une pérennité agricole, parce que c'est vrai qu'on en parle là depuis le début, mais on n'a jamais parlé depuis notre démarrage de conférence de la souveraineté alimentaire. On est ici au conflit de deux enjeux extrêmement forts, la souveraineté énergétique qui vous réunit et la souveraineté alimentaire. Et dans un contexte où on a de moins en moins de terres agricoles fertiles, productives, une augmentation de la population mondiale, on a un enjeu de souveraineté alimentaire bien au-delà de notre territoire français, sur lequel il faut aussi être extrêmement vigilant. Et les crises actuelles nombreuses et les aléas climatiques que le monde connaît a quand même mis en relief la fragilité de notre système alimentaire mondial. Mais ce qu'on ne comprend pas toujours quand on n'est pas dans l'agriculture, en voyant notamment par exemple dans l'ex-Languedoc-Roussillon, énormément d'hectares de friches, on se dit mais bon sang, en fait, il n'y a pas tant besoin que ça, a priori, on pourrait faire quelque chose avec ça. Alors il y a friche et friche agricole. Quand on est dans des domaines, notamment avec des zones viticoles, on sait que les friches sont là aussi pour un assolement et donc des parcelles qui sont remises en culture au bout d'un certain temps. On a aussi les politiques agricoles communes qui ont mis en avant donc notamment la jachère, et on sait notamment depuis quelques années qu'on va notamment de plus en plus remettre ces terres en jachère en culture pour justement avoir des tensions un peu moindres sur certains marchés. On l'a vu sur l'huile alimentaire par exemple depuis 2 ans avec le conflit en Ukraine. Donc effectivement il y a friche, et notamment dans le décret la définition de parcelles non exploitées est aussi sujet à une grande vigilance, pour justement ne pas trop sauter sur ces terres-là dites non exploitées, donc non cultivables, ce qui serait faux en termes de définition agronomique. Très bien, il y avait une dernière question qui était là, et après on passe à la séquence suivante. Donc une question courte pour une réponse courte. Bonjour, donc ma question c'était par rapport au CDPENAF. Quel positionnement vous, en tant que toutes les parties qui siègent, pour donner une décision alors qu'on n'a pas tous les décrets? Est-ce que c'est un non catégorique? Alors, nous, dans notre réflexion, effectivement, il y a des titulaires, des suppléants qui représentent les structures dans les CDPENAF. Et nous, pour faciliter le travail de lecture, en gros, on a fait, de notre doctrine, on a fait une déclinaison pour nos représentants, avec est-ce que ça répond à nos attentes ou non? Oui, non. Et en fonction des résultats, en gros, mais ça ne peut pas répondre à nos attentes en l'état aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la CDPENAF n'avait pas le droit de demander s'il y avait une sécurisation du fermier, du propriétaire, du ci, du là. Aujourd'hui, la CDPENAF n'a pas ces compétences-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a refusé la plupart des dossiers agrivoltaïques, sauf quand même, soyons intelligents, sur les parcours volailles, où ça améliorerait déjà naturellement avec peu d'impact, on a déjà autorisé. Mais sur les projets un peu impactants, comme on n'a pas de réponse sur la sécurisation des acteurs de notre territoire, pour l'instant, on attend les décrets pour pouvoir dire revenez quand on en saura plus. Après, juste, pardon, si j'ose, pour vous rassurer un petit peu sur cette question-là rapidement, les décrets en question devraient permettre au CDPENAF effectivement de travailler réellement, en fait, concrètement. Ils seront effectifs à partir de fin février, début mars, avec une période transitoire d'1 mois. Et ils sont non rétroactifs, c'est-à-dire que tout ce qui a été décidé jusqu'à maintenant, de toute façon, est entériné. Donc là, les CDPENAF vont pouvoir vraiment travailler concrètement et on y tient. Merci à vous. Restez ici et je propose maintenant aux autres intervenants de cette table ronde de nous rejoindre sur scène pour une seconde séquence qu'on pourrait intituler « L'agrivoltaïsme, c'est déjà aujourd'hui ». Avec Lise Jolm, référente agronomie à Valéco, Antoine Hans, directeur régional d'Occitanie EDF Renouvelable, et Cédric Cognier, directeur des partenariats agricoles à TSE. Bonjour à vous trois. Alors l'immense potentiel de l'agrivoltaïsme est pour demain, mais les solutions et les outils arrivent aujourd'hui, on l'a dit. Il y a des techniques existantes en fonction des cultures, dont les résultats commencent à être éprouvés, et un changement d'approche aussi chez les développeurs, qui intègrent dans leurs équipes des personnes avec des compétences et une fine connaissance du monde agricole. On y viendra aussi. Et c'est votre cas aussi, hein, Cédric Cognier, puisque vous êtes agriculteur à titre secondaire d'une ferme céréalière en Haute-Saône. Vous avez été consultant dans un cabinet d'experts comptables bien connu du monde agricole. Bon, ASR France, je l'ai dit.
etc. Dans un directeur général d'un grand groupe coopératif dans le nord de la France. Voilà, vous êtes arrivé à TSE, début 2022, une entreprise spécialisée dans le solaire qui a une douzaine d'années de vie, une centrale au sol, des grandes toitures, et puis une entreprise dont l'activité de développement a basculé vers l'agrivoltaïsme il y a 2 ans, m'avez-vous dit, au regard notamment de la pression des développeurs sur le foncier dégradé, une ressource perçue par TSE comme limitée. Mais c'est pas de cela dont vous allez nous parler, c'est connu, puisque je vous ai passé une commande pour notre dessin, vous vous rappelez, hein, un beau projet photovoltaïque, agrivoltaïque, je ne vais pas l'arriver. Donc sans entrer dans les détails sur les résultats agronomiques pour le coup, je vous ai demandé de nous brosser le tableau des techniques existantes en fonction des cultures et des terroirs. Donc c'est un petit retour d'expérience, je vais vous faire passer la zapette après, un retour d'expérience à viser et un mini-exposé à viser pédagogique. Je passe devant tout le monde, ça se fait pas, et je vous passe. Merci, bonjour à tous. Alors je ne sais pas si je vais réussir à vous emmener sur le chemin du bonheur, mais enfin, en tout cas je vais tenter de le faire. Alors, je précise tout de suite qu'en effet, j'ai préparé quelques visuels. C'est toujours plus simple avec des dessins qu'avec des longs discours, surtout qu'on est sur des technologies nouvelles. Donc, c'est toujours bien de voir à quoi ça ressemble. Et mon expérience aussi, c'est que quand on amène notamment des agriculteurs au pied du dispositif, ça change tout par rapport à la réalité virtuelle. Donc, c'est important de voir des visuels. Alors, je suis venu avec des choses qu'on fait chez nous, chez TSE, mais nos confrères, nos concurrents développent aussi d'autres solutions que nous, on ne fait pas, d'autres technologies, et puis on a aussi des confrères ou des concurrents qui sont plutôt qui se sont spécialisés sur d'autres cultures sur lesquelles nous on n'est pas, donc il y a de la place pour tout le monde dans ce métier. Alors, Vous êtes peut-être revenu en arrière, oui, c'est ça. C'est là. Je suis pas dans le bon sens. Voilà. Alors j'ai commencé par ce que ça n'était pas. Et en gros, ce qu'on ne faisait pas, mais vous l'avez largement expliqué tout à l'heure. Alors, j'ai pas dit que c'était pas bien de reconvertir une exploitation maïs vers de l'élevage ovin, mais quand il y a un vrai projet derrière. L'idée, c'est pas de dire on va mettre quelques moutons et comme ça, on va aller expliquer au CDPENAF que c'est un projet agricole et on va continuer à faire de la centrale au sol comme on faisait avant. Ceci étant, moi je rencontre beaucoup les acteurs du monde agricole, voilà, ça fait partie de mon job de passer dans toutes les régions, de rencontrer voilà, les organisations professionnelles agricoles, les coopératives, etc. Systématiquement, je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir mon PowerPoint, qu'on me dit « Ah, si vous venez pour mettre des moutons sous les pains... » Voilà, l'image, et vous l'avez évoqué dans votre introduction, l'image elle n'est pas terrible quoi, au départ, et ça demande d'user un petit peu de salive pour rétablir la vérité de ce que c'est, de ce qu'est réellement l'agrivoltaïsme et de ce qu'on veut en faire. Alors, vous m'avez demandé d'aller vite. Donc, au niveau des technologies, globalement, chez TSE, on développe 2 grands types de technologies. Donc, il y a ce qu'on appelle la canopée. Alors, on appelait ça une canopée. Donc, il faut imaginer des panneaux qui sont à 5,50 m, 6 mètres de haut, qui sont sur des poteaux qui sont reliés entre eux par des câbles. Voilà. Et donc, les poteaux étant écartés de 27 mètres interpoteaux, ce qui permet globalement à la quasi-totalité des machines de passer à la fois dessous et à la fois entre poteaux, notamment dans les zones de grande culture. Hein, on a des pulvées qui peuvent aller à plus de 24 mètres, etc. Sachant que celle que vous avez en photo, c'est notre V1. Alors celle-là, c'est pas de la réalité virtuelle, c'est de la réalité tout court. Hein. C'est vraiment une vraie photo avec le vrai pulvé de l'agriculteur, et on est dans un champ de soja qui est la première récolte qu'on a fait et qui est en Haute-Saône. Hein. Je n'ai pas fait exprès, mais voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur notre V2, V3 par exemple, la structure s'est déjà beaucoup allégée et visuellement on voit déjà qu'on a progressé en un an et demi. Donc l'idée c'est que en tout cas, le challenge qu'on donne à nos équipes techniques, c'est d'arriver à faire 36 mètres entre les poteaux, parce que les plus gros pulvés sont aujourd'hui, les pulvérisateurs sont à 36 mètres. Globalement, les épandages d'engrais vont à 36 mètres aussi. Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment passer avec tous les engins dessous. Donc les panneaux, ils sont sur tracker, hein, donc ils vont suivre la course du soleil tout au long de la journée, et puis ils vont aussi rendre un certain nombre de services. Hein, tout ça est rempli de capteurs qui font que quand il y a de la grêle, quand il pleut, ils se mettent à la verticale pour laisser passer la pluie de manière bien répartie en fait. Quand il y a de la grêle, au contraire, ils vont se mettre à l'horizontale parce qu'en fait c'est assez costaud, hein, donc ça résiste. Alors ça couvre pas 100% de la surface.
À l'origine, on était plutôt à peu près sur 40% de surface couverte. L'évolution des technologies fait que les panneaux produisent plus. Donc en fait, pour produire la même quantité d'énergie, on peut demain en mettre moins. Et l'idée, c'est plutôt de redescendre à un peu plus de 30%. Voilà, pour aussi continuer à favoriser la partie agricole. Hein. Alors on m'a dit qu'on ne parlait pas d'agronomie. Pas trop. Pas trop, mais bon, non, mais et j'ai dit que j'allais être transparent. Donc, sur la première année, la récolte de soja, c'est équivalent entre le témoin et ce qu'on a fait sous la canopée, sachant qu'il faut être clair, hein, la parcelle, elle était un peu matraquée parce que là aussi, on progresse en termes de construction. Donc, le sol, il n'était pas en très bon état après. Voilà, donc c'est déjà pas mal d'avoir fait. Deuxième année, c'est plutôt l'inverse. Hein, le blé qui a suivi était plutôt un peu moins bien sous la canopée qu'à côté. Mais je connais bien la région parce qu'en effet, j'ai une exploitation juste à côté. C'était l'année du siècle. Hein, on a fait des rendements qu'on n'a jamais fait. Voilà. Donc je pense qu'il faut tout ça, ça veut dire que c'est des technologies nouvelles, qu'il faut apprendre comment tout ça, ça marche, qu'il y a un petit peu de réglage à faire. Il y a beaucoup de data à capter pour comprendre ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. Voilà, je pense qu'il faudra adapter des variétés. Hein. Les meilleurs blés du monde, ils sont en Irlande. Il ne fait pas tellement soleil en Irlande. Hein. Les plus gros rendements au monde, ils sont tout au nord. Donc quand on est en Haute-Saône, et des fois il fait soleil quand même. Hein. La deuxième grande technologie, c'est des trackers, hein, vous l'avez beaucoup évoqué, alors qu'ils soient, je vais passer d'une slide à l'autre, hein, qu'ils soient en grande culture ou qu'ils soient en élevage, hein, ça c'est des trackers. C'est pareil, hein, qui sont espacés de 15 mètres hein, et qui vont suivre aussi la course du soleil tout au long de la journée, de manière à ce qu'il y ait de l'ombre à un moment donné aussi sur la parcelle à un moment donné de la journée. L'idée, c'est que pour réaliser ces interventions, l'agriculteur ait la capacité de bouger les panneaux de manière à faciliter ou à rendre possible le passage des engins. Hein. Alors, sachant que ça paraît simple comme ça d'avoir une zapette qui règle le panneau, sauf que, et on comprend bien la contrainte de l'agriculteur, comment dirais-je, mais il y a aussi la contrainte du producteur d'énergie qui doit s'assurer que le panneau il produit, parce que le but du jeu c'est quand même de produire de l'énergie. Donc en gros il ne faut pas faire comme devant la télé, il ne faut pas jouer avec la zapette toute la journée. C'est pourquoi? Parce que c'est une activité qui est financiarisée. On lève des fonds pour financer ces projets, c'est beaucoup d'argent. Et il faut rassurer le banquier. Il faut rassurer le banquier sur le fait que ça produira bien le nombre d'heures. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on apprend et sur lesquelles on doit encore travailler. Donc en fait, les trackers vont plutôt s'adresser à des cultures basses. La canopée est plutôt sur des cultures hautes. On comprend bien le truc. Hein, quand vous avez du maïs qui monte à 2 mètres, 2 mètres 50 et que le tracker baisse, bah forcément, il va être moins performant que la canopée qui est à 5 ou 6 mètres de haut et qui se fiche de ce qui se passe sous la canopée. En élevage, c'est à peu près pareil. Hein, sur les trackers qu'on a sur l'élevage, si on a des volailles, des moutons ou des bovins, bah forcément, le tracker il va aller plus ou moins bas. D'où une adaptation aussi des techniques auxquelles on doit réfléchir, par exemple du pâturage tournant. Si vous coupez la parcelle en 4, alors les agriculteurs ils n'aiment pas trop le pâturage tournant parce que c'est un peu du boulot. Ceci étant, les gens qui les conseillent leur expliquent que c'est vachement bien en termes de performance de production de fourrage. Hein. On ne gaspille pas, on gaspille moins pour être clair, surtout quand il ne pleut pas beaucoup, c'est bien de ne pas trop gaspiller. Donc quand vous faites du pâturage tournant, que vous coupez la parcelle en 4, bah, les trackers sur 3/4 de la parcelle, ils vivent leur vie et on les bloque que sur 1/4. Hein. Et dernière slide pour vous dire que c'est des technologies qui sont nouvelles, qui vont évoluer. Parce que le climat aussi va évoluer, on est parti pour 30 ou 40 ans. Alors j'entends aujourd'hui, et le décret nous pousse un peu là-dedans, il faut essayer de prouver qu'on va produire après comme avant. Oui, mais c'est dynamique tout ça. Dans 40 ans, le climat il aura changé. Dans 40 ans, les productions auront changé parce que les besoins des consommateurs seront peut-être pas les mêmes. La main-d'œuvre aura changé. Il y a des productions qui demandent plus de main-d'œuvre que d'autres. Et la main-d'œuvre en agriculture, c'est quand même un gros sujet. Il y aura aussi de l'innovation variétale. Hein. Peut-être que les obtenteurs, les semenciers, ils vont trouver des variétés qui vont bien avec un peu plus d'ombre. Donc il faut imaginer que tout soit, c'est pas constant à l'instant T. Donc tout ça pour dire qu'on fait plein de démonstrateurs un peu dans toutes les régions.
Moi, quand je suis arrivé chez TSE, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'étais vachement étonné qu'en fait, c'est beaucoup dans le Nord. Intuitivement, je me disais, super Cédric, tu habitais dans le Nord, maintenant tu vas venir bosser dans le Sud, il y a du soleil, c'est formidable. Et en fait, je suis souvent dans le Nord. Et je ne comprends pas, les agriculteurs ont une plus grande appétence et leurs organisations professionnelles, finalement, un plus grand attrait pour ces innovations technologiques que des agriculteurs du Sud dont on pourrait présumer, mais sûrement à tort, qu'ils y ont peut-être plus intérêt. Bon, ça sera un élément de débat à voir éventuellement. Est-ce qu'il y a des questions d'explicitation sur ce que vient de présenter Cédric Cognier, à qui je vais reprendre la zapette? Il y a une question devant. Bonjour, merci beaucoup. J'avais juste une question, donc c'est surtout sur la première, sur le canopé. Donc, enfin, on voit que c'est des beaux projets qui marchent bien dans ce cas-là. La question, c'est est-ce que sur des projets de plus grande envergure, on sait qu'on va être sur des modèles économiques qui vont être beaucoup plus, élevés. C'est de savoir est-ce que voilà, ça va être quelque chose qui va être viable sur des plus grandes structures, sur des plus grands projets, parce que là, on reste sur un démonstrateur, si je ne me trompe pas. Alors, on est sur des démonstrateurs qui font, alors si je raisonne en hectares, bon, c'est à peu près pareil, hein, alors selon qu'on est au nord ou au sud, mais c'est à peu près pareil, 1 mégawatt par hectare, donc ceux-là font 3 hectares, nos démonstrateurs. Donc, on est quand même déjà sur des surfaces, on n'est pas sur quelques centaines de mètres carrés pour essayer, on est sur 3 hectares. Et demain, nous, notre stratégie, c'est d'être sur ce que vous dites, hein, 8-10 hectares maxi, sur des projets rapprochés des uns des autres, enfin rapprochés mais pas trop, parce qu'il faut que ce soit acceptable, sur un territoire, mais on n'imagine pas faire des trucs de 30 hectares, quoi. Est-ce qu'il y a un lien avec la valeur ajoutée de la culture elle-même? Est-ce qu'il y aura ce lien-là ou pas du tout? Alors, c'est clair que... Alors, il y a deux facteurs. Il y a la canopée, il faut être clair qu'aujourd'hui, à l'état où on en est aujourd'hui, mais j'ai dit qu'en un an, on a déjà vachement progressé en termes d'amélioration du truc, et tous les jours, nos équipes, elles continuent à améliorer. Ça coûte plus cher que de mettre du tracker. Donc, ça va plus au sud. Et c'est un peu con, parce que c'est plutôt au nord qu'on a envie de mettre ça, parce que dans les pommes de terre, ils passent 20 fois avec un pulvé pour pulvériser les pommes de terre à 36 mètres, quoi, hein. Voilà, mais la technologie, notre démonstrateur, on en a un dans la Somme, hein, chez un agriculteur, qui est pommes de terre, légumes. Cette année, il y avait du maïs, qui était très beau d'ailleurs. Enfin, grande culture, quoi. Donc oui, on va adapter en fonction de la typologie. Je l'ai dit, tracker plutôt les cultures basses. Et canopée, dans le sud-ouest où il y a du maïs, voilà, surtout qu'on a intégré un système d'irrigation, hein, donc alors c'est compatible, l'agriculteur, s'il a une rampe de 20 ou 24 mètres, elle passe entre les poteaux, hein, une rampe avec un enrouleur, il n'y a pas de problème. Si ça fait la canopée, elle fait 500-600 mètres de long, aujourd'hui on a des enrouleurs qui peuvent aller tirer à 600 mètres. Ou alors, celui qu'on a dans la Somme, c'est pas celui-là, mais ça ressemble. On a des canons qui sont accrochés après les poteaux et qui vont irriguer la parcelle, et on est en train de travailler un système d'aspersion par le haut, en fait. Donc l'agriculteur nous dit 25% d'eau en moins l'année dernière. Alors une autre question avant qu'on enchaîne. Oui, bonjour. Ce sera mieux. Vous aviez dit par rapport aux productions, etc., parce que vous aviez pu tester sur une année, qu'on était peu ou prou aux mêmes productions, voire un peu moins. Et du coup, je me pose un peu la question, c'est quoi l'avantage pour l'agriculteur de produire moins sur la même parcelle? Oui, alors, là, c'est l'agriculteur qui vous parle. Et je parle sous votre contrôle. C'est qu'on est avec la nature et que ça ne se passe pas tous les ans pareil. Et que tirer une règle, comme la première année, en disant c'était un peu mieux sous la canopée, en faire une règle absolue pour tous les ans et tout le temps et toutes les cultures et toutes les variétés, je m'y engagerai pas. Et à l'inverse, dire c'était un peu moins bien l'année dernière, c'est pareil. En fait, il faut... je ne sais pas depuis quand vous êtes agriculteur, mais mon papa qui a fait ça depuis, voilà, me dit ça se passe, il n'y a jamais une année qui se passe pareil, quoi. Voilà, donc je pense, moi intuitivement, je pense qu'il y a des années où ce sera mieux,
parce qu'on va avoir des gros coups de chaud au mois de mai-juin et la canopée elle va jouer à plein son effet protecteur. Et je pense qu'il y a des années, on aura un temps un peu pas trop bon au printemps, voilà, où la canopée elle va être un peu moins, le remplissage va peut-être se faire un peu moins bien, ou sur certaines phases clés. Donc ça aussi il faut apprendre, c'est laisser passer plus de lumière quand il y a le talage, quand il y a les piaisons, quand il y a la floraison. Quand il y a le remplissage, faut laisser passer plus et au contraire, en laisser passer moins quand ça cogne fort, quoi. Je vous propose de garder la question parce que vous n'avez pas complètement répondu, mais peut-être pour tout à l'heure, la partie finale, c'est quoi l'intérêt pour un agriculteur si ça produit moins? Bon, ça me parle en tout cas comme questionnement. Voilà, merci à vous. Alors au-delà de la technique, quand on dessine à 4 mains avec une sensibilité différente, la réussite d'un projet passe sans doute par la création d'une culture commune. L'agrivoltaïsme, on l'a dit, c'est la rencontre de deux mondes et la tendance, c'est le début d'une acculturation, on va dire, une acculturation mutuelle, à commencer peut-être par les développeurs, il me semble quand même, peut-être vous êtes l'exception vivante, monsieur Janin, qui font l'effort d'intégrer des compétences en agronomie. Donc illustration avec Lise Jolm. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, donc vous êtes ingénieur agronome et depuis plusieurs années vous travaillez au sein de l'entreprise Valeco sur le volet environnement. Valeco qui exploite et développe depuis une vingtaine d'années des projets éoliens, hydroélectriques, photovoltaïques. Un développeur classique au sens de la première diapo de monsieur Cognet, qui valorise mieux finalement vos compétences, Lise, depuis 3 ans en faisant de vous sa référente agronomie. Expliquez-nous concrètement comment un développeur passe d'un projet solaire avec un simple pâturage sous panneau à la conception de projets agrivoltaïques co-construits avec le monde agricole. Comment ça se passe ? Alors oui, on a choisi du coup d'intégrer l'expertise agronomie au sein de Valeco pour accompagner au mieux donc, les projets agrivoltaïques. Mais avant ça, comme vous l'avez dit, j'étais en tant qu'ingénieur agronome spécialisé en environnement. J'accompagnais l'intégration de la biodiversité au sein des centrales solaires, donc des centrales solaires non agrivoltaïques. Et on avait déjà des centrales qui étaient pâturées, donc avec un lien avec l'agriculture, qui étaient souvent sur des sites dégradés, donc des anciennes carrières, anciennes décharges, des laissés autoroutiers ou même des friches. Où l'éleveur est arrivé après, donc en souhaitant valoriser l'herbe qui était disponible sous les panneaux. Donc on a finalement déjà suivi un petit peu ce lien avec l'agriculture. On a vu qu'il y avait des premières synergies, mais qu'il y avait aussi beaucoup de choses à améliorer si on voulait vraiment mettre l'agriculture au cœur du projet. Donc en fait, ces retours d'expérience, ils nous servent aujourd'hui pour concevoir nos projets agrivoltaïques. Alors on n'en a qu'en élevage pour le coup, et c'était plutôt en élevage ovin, mais ça a permis en fait d'intégrer cette complémentarité entre les deux activités et essayer de la penser. Donc derrière moi, il y a une équipe, on est 4 agronomes à Valeco, et l'idée c'est on travaille aussi d'ailleurs avec les équipes biodiversité, toujours puisque on aura aussi beaucoup de sujets communs au travers de projets qui sont liés à l'agroécologie. On a aussi beaucoup de synergies entre ces deux thématiques. Et donc l'idée c'est d'accompagner les agriculteurs. C'est pas non plus de se substituer. On travaille en fait forcément, le but c'est de dialoguer au mieux possible entre les équipes qui sont plus spécialisées énergie forcément et les agriculteurs qui vont être en fait des porteurs de projets au même titre que nous, comme on l'a dit avant. Donc l'idée c'est d'échanger avec eux, mais tout au long du projet, c'est avec eux qu'on initie le projet. On va se réunir sur des plans pour discuter de comment on adapte notre implantation à leur activité. On va écouter leurs besoins. Et ça passe pas que avec les agriculteurs, puisqu'on travaille aussi donc avec des bureaux d'études agricoles, des chambres d'agriculture. Donc on a cette expertise, mais on ne se repose pas que sur notre expertise interne. On a besoin d'avis d'indépendants. Et juste, je reviens à l'intervention de l'opérateur là tout à l'heure que je trouvais très intéressant, c'est-à-dire que effectivement c'est quoi l'entrée? Parce que souvent l'entrée, moi si je suis un développeur, je me dis, je regarde le potentiel de rayonnement, le terrain, la topographie, le raccordement. Et puis là, j'essaye de construire.
Donc là, évidemment, il y a ces données-là, mais comment se fait le choix, du coup, au niveau même agricole? Est-ce qu'il y a déjà, sans le mettre peut-être au même niveau que le raccordement, est-ce qu'il y a cette entrée-là d'emblée sur le positionnement, le choix d'un site potentiel? Oui, bien sûr, puisque avant on avait un site, on savait qu'on allait mettre 1 méga pour 1 hectare de surface même étudiée. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. On étudie le site d'un point de vue agricole et après on verra comment les panneaux vont pouvoir s'implanter. Donc on n'est plus tout seul, on est avec l'agriculteur. Donc forcément, ça prend plus de temps aussi. Puisque on est deux dans le même bateau. Et puis on a aussi des interlocuteurs différents, puisque avant on travaillait plutôt avec des bureaux d'études environnement, maintenant on intègre l'expertise agricole des bureaux d'études des chambres. On a une commission en plus, donc la CDPNAF, qui finalement remplace un petit peu la CDNPS qu'on n'a pas trop sur le solaire. Donc ça fait des étapes supplémentaires et c'est quand même un gros challenge pour le monde de l'énergie finalement d'intégrer l'agronomie sans non plus se substituer à l'agriculteur qui doit toujours rester maître de son activité. Et puis il y a l'enjeu de s'assurer donc que c'est une vraie activité agricole qui va continuer derrière. Il y a tout ce lien, ce travail de confiance, puisque comme disait M. Ricconier, derrière il y a des banques qui ont besoin d'être rassurées. Il faut que derrière ça continue à être exploité. Comment se fait ce travail, ce tissage avec aussi des gens pour exploiter comment vous travaillez? C'est tout à fait ça. En tout cas, le terme confiance, il est primordial. C'est une relation qui s'établit entre l'agriculteur et le producteur d'énergie. Et pour que cette relation perdure, on en a parlé de la contractualisation, qui est un des outils, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la manière dont on va co-construire le projet, je le disais, sur des plans, ça va être ne pas, même si c'est nous qui déposons l'autorisation, on ne peut pas faire sans l'agriculteur. Donc à partir du moment où il n'y a pas d'agriculteur, il n'y a pas de projet agrivoltaïque. Et ça, donc on l'a intégré. Et ça va se poursuivre longtemps. Donc en fait, il faut, dès la conception, penser aussi à comment on va continuer ce partenariat, donc en phase construction, exploitation, où là, c'est une mise en œuvre différente. Avant, on avait peut-être... on savait qu'il y avait la contrainte biodiversité, bien sûr, puisqu'on voulait conserver des services écologiques sur la parcelle. Mais là, on a aussi toujours les contraintes biodiversité, parce qu'on nous demande beaucoup aussi, parce qu'on est soumis à étude d'impact. Mais là, on souhaite apporter des services. Et pour maintenir ces services, il y a du suivi. Et donc le suivi, certes, on s'appuie sur des experts, puisque l'agriculteur, lui, il va faire ses suivis. Je fais telle opération dans l'année. Mais après, il y aura des experts. Et pour finir, donc on intègre l'expertise agronomie, on a des nouveaux interlocuteurs et partenaires. Et surtout, on intègre de la recherche et développement, ce qu'on ne faisait pas forcément avant, dans le sens où il y a de la recherche sur les panneaux photovoltaïques qui est plutôt fait par les constructeurs de panneaux. Aujourd'hui, nous, on fait la recherche sur qu'est-ce qui fonctionne en agrivoltaïsme. Donc comme l'a présenté tout à l'heure TSE, chaque développeur va contribuer. Et nous, on a mis un point d'honneur dès le début, on s'est lancé dans les premiers projets agrivoltaïques avec un premier collectif d'agriculteurs dès 2020. Et on a un test à Charolles en Saône-et-Loire avec justement la chambre d'agriculture et aussi le lycée agricole, parce que ça va passer par la formation. Finalement, les agriculteurs vont devoir intégrer l'agrivoltaïsme quand ils s'installent. J'allais y venir justement. Est-ce qu'il y a un côté formation de l'agriculteur, et peut-être après, j'aimerais bien qu'il y ait un micro qui arrive à Luc Janin qui nous parle de cette expérimentation, de pourquoi ils se sont lancés là-dedans et qu'est-ce que ça donne aussi un tout petit peu, quoi. Mais voilà, est-ce qu'il y a une formation finalement de l'agriculteur dans le projet? Alors, il faudra, en tout cas, la formation, elle commence par la co-conception, puisque chacun a sa culture de l'autre monde. Et après, bien sûr, comme on parlait tout à l'heure de la transmission du projet, forcément, si c'est un jeune agriculteur qui arrive au bout de 10 ans d'exploitation de la centrale,
comment il aura eu voilà, ces clés pour exploiter au mieux en association avec les panneaux photovoltaïques, puisqu'on va avoir des cycles différents. Enfin, il y aura des modifications liées à l'ombrage qui sont parfois bénéfiques, parfois c'est une contrainte, mais voilà, faut arriver à composer avec ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a le lycée agricole dans cette expérimentation. C'est qu'on espère aussi que les lycées agricoles vont être partie prenante de ça. Et d'ailleurs, dans le pôle national de recherche qui est proposé par l'INRAE, il y a aussi des établissements de formation parce que c'est les agriculteurs de demain. Merci. Luc Janin, pourquoi vous êtes parti sur cette expérimentation du coup? C'est quoi l'objectif là? Alors, comme on n'a pas toujours réponse à tout, je suis venu avec un joker. Si vous permettez, moi je vais passer la parole à notre collaborateur, Laurent, qui suit cette expérimentation. Laurent Solas donc. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je suis en charge donc du suivi de l'expérimentation qui se passe sur Charolles. Alors pourquoi elle a été mise en place? C'était déjà pour rassurer un peu les éleveurs sur comment l'herbe allait pousser sous les panneaux. Et globalement, dans une station agri-photovoltaïque, comment ça allait pousser et comment les animaux allaient se comporter face à cette nouvelle structure. Alors très rapidement, les brebis, elles ont trouvé de l'ombre, donc niveau bien-être, aucun souci. Après, effectivement, au niveau de la pousse de l'herbe, comme vous le disiez, c'est pareil qu'en céréales. Il y a du plus, il y a du moins, il y a quelques réglages encore à faire pour permettre d'optimiser tout ça. Et pour preuve, on est parti sur le premier démonstrateur, donc on était sur des panneaux qui étaient à l'horizon vertical, pardon, donc 2 tables de 4 mètres à la verticale. Et là, très concrètement, au bout de 2 ans de fonctionnement, on a dit non, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas un problème de lumière, c'est un problème de répartition de l'eau sous les tables. Et donc on passe à une orientation en 4... En format paysage en gros. Avec plus d'interstices du coup. En format paysage. Et puis en fait, effectivement, ce qui est important, c'est qu'on est dans un lycée agricole où on a beaucoup de jeunes qui viennent. Et du coup, c'est comme tout, on a des jeunes qui sont curieux, qui s'intéressent. Et on reçoit pas mal de public et ça contribue à démystifier et à enlever un peu la peur que toutes les personnes peuvent avoir sur l'agri-photovoltaïsme. Et il y a 15 jours, on a reçu des représentants d'associations qui étaient plutôt contre l'agri-photovoltaïsme. Je ne sais pas si on a gagné, mais on a bien échangé avec eux et ça a permis de changer un peu leur point de vue sur ces aspects-là. Oui, la nuance, c'est pas toujours facile à apporter. Merci à vous. Dernière touche à notre dessin collectif. Avant une séquence de questions-réponses, ça va? Vous tenez le choc? C'est bon? Ok. Alors on va continuer. C'est la question on en a parlé plusieurs fois, ce mot, le partage de la valeur ajoutée. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais notre ministre de la Transition écologique a dit, je crois la semaine dernière, c'était audité au Sénat, je crois, a dit que c'était l'éléphant dans la pièce, parlant de l'agrivoltaïsme, l'éléphant dans la pièce, le partage de la valeur ajoutée. Car oui, l'agrivoltaïsme est une opportunité, on l'a dit, mais ça peut être donc une déstabilisation des campagnes, on l'a dit aussi, des risques de conflit. Le projet de décret, d'ailleurs, laisse en suspens, on l'a dit aussi, cette question du partage de la valeur ajoutée, mais sans attendre, des développeurs tentent d'anticiper comment. C'est la question que je pose à Antoine Hans. Vous êtes le responsable de l'agence de Montpellier EDF Renouvelable, filiale à 100% du groupe EDF, dont l'État est redevenu actionnaire unique l'été dernier. Donc comment, Antoine Hans, un développeur, futur exploitant d'une centrale agrivoltaïque, peut-il orienter un projet pour un meilleur partage de la valeur ajoutée?
En tout cas, merci. Effectivement, de m'inviter à cette table ronde. Je pense qu'il faut, sur ce sujet en plus que vous avez qualifié de comment brumeux, je crois. Donc, de pouvoir partager un peu les expériences. Je pense que, bien évidemment, sur ce sujet de l'agrivoltaïsme, il faut avoir une posture d'humilité. Enfin, moi, je représente autour de cette table-là, non sachant. Hein, je viens pas du monde agricole. Je suis effectivement un développeur. Donc, voilà, je pense qu'il faut déjà être dans une posture d'humilité. Monsieur Jeannet en parlait aussi. Effectivement, quand on arrive, on dit on va sauver l'agriculture. Non, enfin, effectivement, il faut être humble par rapport à ces défis-là. En revanche, chez EDF Renouvelable, on est convaincu que l'agrivoltaïsme, c'est une des solutions qui peut exister. Mais donc, peut-être pour dresser un panorama, mais aujourd'hui, au niveau national, on a 10 à 15% de nos projets qui sont pensés en agrivoltaïsme. Donc, je pense que ce pourcentage va être amené à augmenter. Donc le titre de cette table ronde, c'est comment faire le mariage entre agriculture et... un beau mariage. Un beau mariage, effectivement. Et donc il faut qu'il soit gagnant-gagnant. Et pour qu'il soit gagnant-gagnant, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, hein, mais il faut, je pense, aussi raisonner collectif. Et au cas par cas. Donc il faut s'adapter, être agile et s'adapter aussi au cas par cas, au territoire que l'on traverse, au type de culture. Alors, je m'excuse, mais de toute façon, je vais peut-être poser plus de questions que je vais apporter des réponses, mais peut-être déjà pour partager certains retours d'expérience qu'on a sur d'autres projets qui sont hors de l'agri-PV, parce que ce partage de la valeur, finalement, il n'est pas nouveau sur les projets ENR. On développe, nous, EDF Renouvelable, des projets éoliens, photovoltaïques, agri-PV, et par exemple, sur des projets éoliens, qui sont des projets de territoire avant tout. Pour citer un exemple, dans les Pyrénées-Orientales, un parc, l'ensemble éolien catalan, qui est un parc plus d'une trentaine d'éoliennes. On a créé une structure ad hoc qui s'appelle l'écoparc catalan, qui est gérée par une collectivité, Perpignan Méditerranée, et qui développe en fait des projets autour de 4 grands axes qui ont été définis avec les acteurs du territoire, qui est l'innovation, l'agriculture, les ENR et le tourisme. Et notamment sur l'agriculture, ça a permis d'installer une bergerie sur la commune de Cals, de travailler sur un réseau d'irrigation. Donc effectivement, ça c'est en fait le monde agricole, on travaillait déjà avec eux. Après, l'agri-PV, c'est qu'on doit travailler aussi ensemble et sur un même projet. Donc ça change encore les choses. Pour donner un autre exemple sur l'Ouest, enfin sur l'Aude, on travaille alors là sur un projet agri-PV, mais notre port d'entrée, ça a été le territoire et les groupements d'agriculteurs. Donc enfin, on arrive dans des communautés de communes, on travaille sur leurs prérequis, c'est quoi vos politiques territoriales, dans quoi un projet peut s'inscrire, et également on consulte les acteurs agricoles, plutôt les collectifs d'agricoles, parce on l'a dit aussi dans le partage de valeur, il faut que ce soit des retombées collectives, et donc on partage, et donc finalement ça fait peut-être allonger finalement les délais de développement, mais finalement c'est aussi penser un projet collectivement, et moi j'y vois 3 acteurs, c'est les 2 acteurs effectivement qu'on a cités, le monde agricole et l'énergéticien, mais aussi les collectivités territoriales, et ça je pense que c'est assez important. Après, si on étend un peu sur les modèles de partage de la valeur, je pense que tout est inventé. On l'a dit, il n'y a personne qui a une réponse aujourd'hui, même le décret est en cours d'élaboration. Je pense qu'il y a autant de choix que de motivation des personnes qui veulent avoir ce partage de la valeur. Donc je pense qu'il faut être agile, il faut inventer des choses. On peut citer par exemple, vous l'avez cité Mme Vuillard, les fonds agricoles, pourquoi pas, qu'on abonde par rapport à ça pour qu'il y ait des retombées collectives. Il y a aussi, et ça n'a pas trop été évoqué, mais l'actionnariat, les prises de participation aussi dans les sociétés de projet. Est-ce que c'est des collectifs d'agriculteurs? Est-ce que c'est au niveau des coopératives? Voilà, ça peut être aussi ce genre de choses-là. Donc, je dirais que le partage de la valeur, aussi, il faut le définir. C'est quoi la valeur? C'est qui fixe cette valeur? Comment on la fixe? Et ça, bon, je n'ai pas les réponses, je suis désolé. Ça voudrait dire que tout le monde est autour du business plan, comme on dit. Ça, c'est compliqué quand même. Non, mais pas autour. Enfin, je parlais de la valeur collective et aussi de la valeur aussi des projets au niveau du territoire. Donc, je pense que c'est assez important. Et après, bon, effectivement, ça a été aussi évoqué sur la loi APER et le décret sur le partage de la valeur,
qui aujourd'hui introduit effectivement cette notion sur les projets, pas que sur les projets agri-PV, hein, mais aussi sur les projets éoliens et photovoltaïques qui sont éligibles aux appels d'offres et qui sont aussi et qui abondent aussi avec un fonds pour des projets en faveur de la transition énergétique et de la préservation de la biodiversité. Donc en fait voilà, c'est autant de solutions qui peuvent être prises en compte. Je dirais que pour conclure, hein, mais l'essentiel, et nous la stratégie qu'on adopte, c'est aussi de discuter, encore une fois faire preuve d'humilité. Nous on n'est pas les sachants sur le monde agricole, et c'est de consulter. On consulte les chambres d'agriculture. Bon, on faisait partie je crois de la 50aine d'opérateurs qui sont venus vous voir aussi, mais moi en Languedoc-Roussillon et dans les départements. Mais c'est important de pouvoir présenter aussi notre démarche au niveau local, et aussi la porte d'entrée elle est agricole. Donc le projet il se fera avec l'agriculteur et essentiellement avec l'agriculteur. Merci à vous. Je vous propose une dernière séquence. Là, cette fois, c'est la vôtre. Donc, c'est un jeu de questions-réponses, mais global, avec des questions de fond éventuellement. Et moi, j'en ai une pour commencer. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir, de vous préparer, de prendre votre élan. Une question un peu naïve. Peut-être que je pensais à Blandine Tuel pour commencer à y répondre, mais après, c'est ouvert. Hein, vous pouvez y aller. C'est quoi la taille idéale d'un projet agrivoltaïque ? Alors, la réponse est... Alors, la taille idéale, pour nous, la taille idéale, elle est en lien avec le projet agricole de départ. Et il faut être mesuré, et il y a tout le côté acceptabilité à côté et le partage de la valeur. Donc, effectivement, 15, 20, 30 hectares nous semble quand même une approche mesurée d'un projet, et au-delà nous semble compliqué. Pourquoi ? Parce que justement, à l'échelle d'une exploitation, après tout dépend le nombre d'agriculteurs qui sont autour des projets, mais à l'échelle d'une exploitation, le projet agrivoltaïque va changer la méthode, la manière de faire, il va falloir s'adapter, comme on l'a dit, il va falloir aussi trouver des retours, des améliorations, s'adapter donc à la fois à la structure et à l'évolution de l'agriculture. Et là, on est sur des systèmes sur 30 ans, sur 40 ans, et donc il y a vraiment une adaptation, une agilité à trouver. Et donc il faut aussi permettre à ce que cette parcelle-là puisse être transmise dans des meilleures conditions, etc. Donc il y a toutes les spécificités du monde agricole qui rencontrent les spécificités de l'énergie et donc le temps long de ces projets. Et donc pour améliorer l'ensemble de ces actions, pour faciliter et limiter les enjeux de la transmission, de la valeur du terrain, etc., ça nous semble plus raisonnable de partir sur des échelles qui en plus amélioreront l'acceptabilité de cette filière. Alors ça peut être complété, il peut y avoir une vision différente. Profitez-en, on a un public un peu timide pour finir. Ou alors, oui. Voilà. Pardon. Merci. Je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit. Alors cette question est intéressante, parce que pour nous, ce n'en est pas une. C'est-à-dire que la bonne taille du projet Agri-PV, c'est la taille qui est pertinente par rapport au projet. Ce qui est intéressant avec l'agrivoltaïsme, c'est aussi que ça permet aussi de concevoir l'agriculteur comme ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire aussi un entrepreneur. On a un peu cette vision en France à laquelle on tient, cette image d'Épinal de l'agriculteur qui est forcément un homme pas très jeune, avec une bedaine et puis des bretelles, voilà, et qui ne sait pas faire grand-chose d'autre en dehors de son champ. C'est faux, c'est juste complètement faux. Aujourd'hui, les agriculteurs sont des entrepreneurs, et aujourd'hui, nous sommes aussi des techniciens. Nos métiers sont extrêmement techniques et sont très complexes. Ça ne s'invente vraiment pas du tout. On est agriculteurs tous les deux, et s'il me prête son exploitation et moi la mienne, on coule tous les deux. Pourtant, on est agriculteurs tous les deux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter aussi que les agriculteurs ont besoin de diversifier leurs sources de revenus, parce que parfois l'agriculture malheureusement ne suffit pas. Et alors on en parlait encore tout à l'heure, si on rapporte le nombre d'heures qu'on travaille par an à ce qu'on touche à la fin du mois, si on fait au taux horaire, en dehors de la profession agricole, personne n'accepterait de travailler à ce taux-là, et vraiment il faut être pas très... disons, vénal pour être agriculteur aujourd'hui. On est sur des taux horaires qui sont vraiment extrêmement bas. Donc, c'est important aussi que les personnes qui produisent la nourriture des Français puissent, à la fin du mois, se nourrir aussi. Et il ne faut pas avoir honte de dire que les agriculteurs, sans vouloir être millionnaires, ont aussi besoin de pouvoir faire tourner leur exploitation, de pouvoir refaire leur hangar, changer les roues de leurs tracteurs, nourrir leurs animaux et se nourrir eux-mêmes, nourrir leur famille. Il y a aussi des familles, des enfants, etc. qui en dépendent.
il ne faut pas non plus l'oublier. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Non. Oui, une question là-bas de monsieur qui est debout dans l'allée. Oui, bonjour. On oppose agri-photovoltaïsme et sécurité alimentaire, mais il y a plusieurs agricultures. Moi, je viens de Charente, on fait du cognac en Charente, tout le monde le sait. Par contre, le cognac, c'est quoi? C'est du vin qu'on brûle avec du gaz pour distiller. Donc, au niveau de la sécurité alimentaire, si on recouvrait les vignes du cognacé avec des panneaux solaires, je ne vois pas ce que la sécurité alimentaire du pays viendrait être touchée. Je ne sais pas si ça mène, oui, en commentaire. Oui, alors c'est intéressant effectivement. Après, comme je le disais, il y a une partie uniquement, une petite partie du territoire qui est concerné par les projets agri-PV. Donc, on ne va pas forcément non plus être dans le cognaquais. Tous les projets agri-PV ne sont pas forcément sur la question de la souveraineté alimentaire. Ce sont des projets qu'on mène avec notamment le ministère de la Transition énergétique, mais aussi avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Donc, vraiment, les deux questions se posent. Il y a effectivement des exploitations où, quand on fait du cognac, effectivement, on ne produit pas de la nourriture en soi. Donc demain, on n'en produira pas non plus sous des panneaux, mais ça ne dévalue pas pour autant les projets qui vont dans le sens de la souveraineté alimentaire, bien entendu. Une question là-bas. En rappelant quand même qu'il y a le vin aliment, mais c'était il y a longtemps en Languedoc-Roussillon. On connaît bien ici. Oui, une question pour les agriculteurs. En fait, comment un agriculteur peut s'engager, parce que le panneau solaire, le type de panneau solaire va conditionner la culture, et comment l'agriculteur va pouvoir s'engager sur 30 ans ou 25 ans, parce qu'il n'a pas les dérèglements climatiques, comment il le voit l'agriculteur, ça? Vous posez une vraie question. Alors ça peut être sur les deux sujets, hein. La viticulture n'est pas forcément fan de mettre des panneaux sur ses vignes tout de suite, et les cultures sont peut-être pas les mêmes demain sur un endroit qu'aujourd'hui. C'est bien pour ça que ça crée aussi plein de questionnements. En même temps, je rejoins ma collègue en disant il faut bien avancer à un moment donné. Donc, et moi, si j'ai une demande à faire, alors les décrets sont en train de sortir, mais on sait que tout ne sera pas dedans et qu'il y a plein de questions qui vont arriver en avançant. Moi j'ai un souhait peut-être, c'est de laisser aussi la possibilité au territoire de se prendre en main sur ce qu'ils veulent ou peuvent faire sur leur propre territoire. Parce que si on est dans le bassin parisien ou dans le Médoc ou je ne sais où, on n'a pas forcément les mêmes contraintes, les mêmes objectifs, les mêmes productions. Alors territoire, on peut le préciser parce que j'ai entendu dans la parole d'Antoine Hans qu'il y avait la collectivité était la garante quelque part de l'intérêt général sur laquelle pouvaient se greffer des acteurs dont les agriculteurs. De quel territoire vous parlez? Je pense déjà que les départements ont des entités, une vision assez précise de ce qu'il y a sur leur département. Enfin, il y a des organisations professionnelles, il y a des préfets, il y a déjà une structure que le territoire est identifié avec ses productions et ses contraintes et ses atouts. Il y a déjà cet échelon-là. Après, effectivement, à l'échelle de projet, l'échelle des collectivités, communautés de communes et EPCI, c'est pas idiot, c'est eux qui portent la compétence économique depuis la loi NOTRe. On est pleinement dans leur champ d'action. Hein. Très bien. On peut prendre une ultime question avant de... Alors c'est où? On ne vous voit pas. Oui. Bonjour. Juste une question sur le partage de la valeur. Qu'est-ce que vous pensez du fléchage de fonds vers les GUFA qui est proposé par les chambres d'agriculture? Alors, est-ce qu'on peut préciser qu'est-ce que c'est un GUFA? Merci. Merci pour la question. C'est un groupement de financement agricole en fait, qui sert à pouvoir proposer une capacité d'investissement plus importante que celle qu'un agriculteur pourrait avoir tout seul dans son exploitation. Alors le fléchage vers les GUFA, c'est une possibilité. C'est un des moyens qu'on aurait de partager la valeur. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'un des écueils dans lesquels on ne voudrait pas tomber, c'est de multiplier les acteurs auxquels on donnerait effectivement une partie de la valeur et qu'au final, à trop la disperser, elles n'atterrissent plus effectivement dans le monde agricole, en tout cas dans les acteurs qui produisent aujourd'hui la nourriture et qui font l'agriculture de demain.
Enfin, juste dire que modestement, nous on a réfléchi à l'échelle de notre département et qu'on va revendiquer des règles qui pourraient servir notre territoire. On a imaginé effectivement un fonds commun. C'est pas un GUFA, c'est un fonds commun qui pourrait être géré par le conseil départemental, la profession agricole, etc. Pour dire une participation à ce fonds peut permettre d'aller désamianter un toit, y remettre du photovoltaïque à la place. Parce que ce qu'on a peur aussi, c'est que si l'agrivoltaïsme il trouve son essor plus facilement que sur les toits, on n'en fasse plus que sur les champs. Alors que si on pouvait aider à en mettre sur les toits, on continuerait à rééquilibrer le marché et faire en sorte de remplir d'abord aussi les toits. Oui, ça correspond aussi à un besoin réel du monde agricole. Et au niveau énergétique, on sait évidemment par rapport aux pertes en ligne, etc. Voilà, il y a une cohérence. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour cette table ronde. Merci pour votre participation. Je vous dis à demain pour la suite d'Energaia et pour l'agrivoltaïsme, je vous dis à l'année prochaine.